Hello et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant entre entrepreneuriat, stratégie marketing et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais tester un petit truc avec vous parce que vous savez peut-être si vous m'écoutez régulièrement, j'aimerais bien à la fin de l'année avoir commencé à monétiser le podcast. J'ai pas de deadline très précise parce que c'est un peu difficile à estimer quand est-ce que je pourrais le faire et que ça dépend pas exclusivement de moi. Mais j'aimerais bien travailler notamment avec des autoristes auto-édités ou des maisons d'édition pour faire des promos de livres dans mon podcast parce que je pense que ça pourrait être intéressant et je me vois pas faire de la promotion de marques que je connais pas, de services que j'utilise pas, etc. Je voudrais vraiment que ce soit utile pour vous. Donc j'aimerais bien parler de livres et je vais faire un petit test ce mois-ci en parlant de livres que j'ai lus sans que ce soit sponsorisé, juste des livres en général de copines autrices que je lis qui sont soit auto-édités, soit publiés en ME, ça va varier, mais des livres que j'ai vraiment appréciés et que je pense méritent un peu plus de visibilité et un peu plus de reconnaissance tout simplement. Commencer aujourd'hui et j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce petit format vous parle. Donc aujourd'hui, on commence avec un de mes romans, je pense, préférés ever, qui s'appelle Le Cad et le Jasmin, qui a été écrit par Shannon Elliott, qui est donc du coup une auteurice auto-éditée. J'ai connu Shannon il y a quelques années via Instagram et j'avais été la bêta lectrice du Cad et du Jasmin. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le roman à ce moment-là. C'était vraiment un livre que j'avais adoré. Et j'avais commandé la version brochée une fois que le livre était publié parce que j'avais trop envie de relire ce roman. Donc pour vous raconter vite fait, ça parle, c'est de la fantasy. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est de la romantaisie même. Je sais pas trop comment l'auteuriste qualifie ce texte. Mais pour moi, ça pourrait être de la romantaisie parce qu'il y a à la fois un univers de fantasy, comme je vous disais, mais la romance est vraiment au premier plan de l'histoire et c'est vraiment le développement des personnages qui est très très important dans ce texte. Donc ça raconte l'histoire de Hattie, qui est une jeune veuve qui vient de perdre son mari et qui a assisté à sa mort, donc qui est un peu traumatisée par ça, voire même beaucoup, et qui, pour subvenir à ses besoins, doit retrouver un emploi. Et elle se retrouve cuisinière pour le comte de Louvet, donc dans un grand manoir, etc. Et évidemment, il va y avoir une relation qui va commencer à se nouer entre les deux personnages, le comte et Hattie. Et c'est vraiment une relation qui est très douce, très green flag, très positive, bienveillante dans la communication, dans le respect. Et moi, c'est tout ce que j'aime lire. Donc vraiment, j'ai adoré. Ça prend son temps, c'est profond, c'est intime. Et à côté de ça, il y a tout un univers de fantasy qui est ultra bien écrit. Je vais pas pouvoir m'étendre dessus parce que je veux pas spoiler ou quoi que ce soit. Mais vraiment, l'univers est extrêmement bien construit. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan et qui font que la romance est encore plus mise en avant. Et pour moi, le roman est vraiment excellent, il est vraiment très très bon. Shannon écrit très bien en plus de ça. Donc vraiment, si c'est votre style de lecture, je vous conseille vraiment d'aller essayer, de donner une chance à ce roman. Parce que vraiment, moi, ça a été un coup de cœur et je pense que c'est un des romans que j'aimerais le plus relire, voilà, dans quelques temps, je pense, parce que j'ai adoré l'histoire d'amour, j'ai adoré l'ambiance, l'univers, et voilà, je pense que c'est vraiment un très bon texte. Et maintenant, on va du coup se plonger dans le cœur du sujet de cet épisode, où je vais essayer de décortiquer un peu avec vous ce que j'ai appris de l'écriture et la publication d'un roman feuilleton. Parce que c'est vrai que finalement, j'ai fait un peu de la promo du roman en lui-même et de l'histoire en lui-même, mais j'ai très peu parlé de l'écriture et de l'expérience de publication en elle-même, quoi. Alors que vraiment, ça a été un moment charnière pour moi personnellement et aussi dans ma carrière,
parce que j'ai commencé l'écriture du coup en mai de l'année dernière, voire un peu plus tôt, en avril-mai, à la suite d'une décision de ma maison d'édition qui était de ne pas publier la suite de ma duologie pour plein de raisons diverses et variées. Et donc du coup, j'ai récupéré mes droits sur ce texte, mais j'étais extrêmement déçue parce que je m'y attendais pas, parce que c'était une source de revenus sur laquelle je comptais, et parce que c'était ma première publication en maison d'édition, et j'avais vraiment eu l'espoir que ça donne un sens à ma carrière d'autrice, tout simplement. Et donc j'ai commencé à réfléchir à des techniques alternatives pour gagner de l'argent sans être publiée, parce qu'à ce moment-là, j'avais eu que des refus pour mes autres textes et j'étais un peu déprimée, on va dire, de tout ça, et donc j'étais un peu dans l'idée que je serais plus jamais publiée, que ça marcherait pas pour moi, et donc je me suis dit il faut que je trouve une alternative si je veux quand même essayer de vivre de mon écriture. Et j'ai découvert Substack à ce moment-là. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un monde de possibilités, parce qu'à la base c'est une plateforme de newsletter et donc d'emailing, mais il y a aussi tout un côté réseau social sur Substack et blog, parce que moi je voulais pas par exemple publier sur Wattpad parce que j'aime pas du tout le format d'écriture là-dessus, je m'en sors pas avec la plateforme, je comprends pas comment ça fonctionne, j'ai jamais aimé lire non plus sur Wattpad, donc vraiment c'est pas quelque chose qui était fait pour moi. Et après, il y avait des trucs genre Patreon, etc., sur lesquels j'ai pu réfléchir aussi, mais ça me semblait un peu trop axé sur le paiement, on va dire. Alors que là, vu que c'est une newsletter, il y avait quand même moyen de proposer une édition gratuite dans un premier temps, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai publié tout mon roman gratuitement l'année dernière. Ça m'a vraiment remis en confiance dans mon écriture parce que j'ai gagné quand même assez vite des abonnés et des gens qui ne sont pas venus de mon compte Instagram. Donc ça, à la base, ça a été quand même une petite déception d'avoir, 700 personnes qui te suivent et une vingtaine qui vient lire ton roman. Mais en fait, Substack est construit de façon très organique et assez vite, j'ai eu des gens qui m'ont découverte via juste la plateforme. Et donc c'était très très intéressant pour moi, dans le sens où du coup j'ai plein de nouvelles personnes qui m'ont connue via ce canal-là, et pour mon texte, genre qui me suivaient pas parce que j'étais quelqu'un sur Instagram entre gros guillemets, ou parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, mais juste parce que mon texte les intéressait, parce qu'à cette époque-là, quand j'ai commencé, j'avais exclusivement les chapitres de mes romans qui étaient publiés. Donc c'était vraiment un intérêt pour l'histoire. Et donc ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir, et de voir que ça marchait bien, alors que je pensais pas honnêtement, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez niche et qui est pas du tout développé sur Substack, et encore moins en France, parce que sur le Substack anglophone, il y a un peu plus de fiction, mais sur le Substack francophone, c'est vraiment quelque chose de très très marginal, donc je pensais vraiment que j'allais pas du tout réussir. Mais finalement, j'ai eu un assez bon bilan progressivement. C'était assez valorisant de voir que toutes les semaines, j'avais de plus en plus de lectures, de plus en plus d'abonnements, même sans que ce soit exponentiel. Je suis pas en train de dire qu'en décembre, j'avais 10 000 abonnés. Là, actuellement, j'en ai 200, donc c'est vous dire. C'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même énorme quand on pense que c'est 200 personnes qui, pour le coup, lisent véritablement chaque semaine ce que j'écris. Et là, pour le coup, c'est vraiment factuel. Je contrôle mes statistiques assez souvent, parce que le but, c'est pas d'avoir des abonnés fantômes qui sont là parce que, pour je sais pas quelle raison, qui sont retrouvés abonnés parce qu'ils ont été recommandés par une autre auteurice, etc. Et qui finalement sont pas très très intéressés par ce que je fais. Mais c'est pas le cas. J'ai vraiment une moyenne de, 150 personnes qui lisent chaque semaine, avec un très bon taux d'ouverture de mail et pas mal de likes et même des commentaires assez régulièrement. Donc franchement, c'est très très cool, et ça m'a vraiment reboosté et redonné l'envie d'écrire. D'ailleurs, il faut savoir que quand j'ai commencé à poster, j'avais pas écrit du tout la totalité du texte. Je devais avoir écrit peut-être 8 épisodes sur, je crois, 30 ou 31, un truc comme ça. Donc, parce que j'avais compté le nombre d'épisodes en fonction du nombre de semaines de l'année entre juin et décembre, donc ça faisait à peu près une trentaine. Je voulais avoir un tout petit peu de marge d'avance
pour plusieurs raisons. Déjà le côté réécriture, parce que moi je suis une autrice jardinière, donc ça veut dire que je construis mon texte pas à pas. Je suis pas du genre à faire des plans, ça me bloque plus que ça m'aide, parce que j'ai l'impression après que je dois suivre un canevas, et si j'ai déjà noté par exemple les idées de scène que j'ai très peu envie de les écrire après, parce que j'ai l'impression que le plan se suffit à lui-même. Donc je suis quelqu'un qui avance et qui découvre son texte et son intrigue pas à pas. Donc sachant ça, il fallait quand même que j'ai une certaine marge d'avance pour pouvoir ajuster le début de mon texte en fonction de ce vers quoi allait se diriger l'intrigue. Parce qu'au départ, en gros, j'avais l'univers, donc une école de sorcellerie sur une île isolée de la côte toscane, donc inspirée de la mythologie romaine, et j'avais créé mon personnage principal qui était celui de Orphea Ravenne, donc la directrice, et une sorcière très puissante et assez mystérieuse. Et à part ça, j'avais quasiment rien en fait de base d'intrigue, et ça s'est vraiment développé au fur et à mesure de l'écriture. Donc je savais aussi qu'il me fallait quand même une petite avance pour pouvoir ajuster, préciser, mettre de plus gros indices dès le départ, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, et voilà, avoir une petite marge de réécriture. Et je voulais aussi, de façon plus pratique, avoir du temps pour poster et préparer la publication des épisodes, parce que je savais que je devais du coup poster chaque semaine. Et si je devais écrire l'épisode et le poster dans la même semaine, ça devenait assez compliqué comme rythme. Enfin, en tout cas, je me suis dit que ça serait un peu compliqué, donc qu'il valait mieux que j'ai mes épisodes pré-écrits, réécrits et découpés précisément et prêts à poster. Comme ça, chaque semaine, je n'ai que, entre guillemets, à gérer donc la publication, le fait de trouver une petite miniature, la mise en page sur Substack, et ensuite l'aspect promo. Parce que à ce moment-là, j'avais déjà le podcast hebdomadaire, j'avais aussi mon activité d'illustratrice, donc j'avais quand même pas mal de travail, et je me suis dit bon, ça fait quand même un énorme projet, et il faut que j'ai un peu une marge de travail et un planning qui soit assez défini. Et la troisième raison, c'était que j'avais aucune idée de si ça allait fonctionner ou pas. Donc à la base, j'avais commencé à écrire sans trop d'a priori, d'attente, etc. Je me suis dit bon, je tente là-dessus, je sais pas trop où ça va me mener, mais j'essaye. Mais je me suis dit bon, si je vois que ça prend pas du tout au bout de 2-3 mois, je vais peut-être pas continuer d'investir du temps et de l'énergie là-dedans. Parce que, comme j'ai dit, c'est quand même un travail énorme d'écrire un roman et de le composer de sorte à le publier comme ça de façon hebdomadaire, sachant que c'est un roman feuilleton, donc le format est un peu particulier, je vais y revenir juste après. Donc je me suis dit, si vraiment je vois que j'ai 0 lecture, 0 abonnés, que ça n'intéresse pas, je vais pas m'obstiner. Et dans le même temps, je m'étais dit, je me donne quand même une certaine avance, comme ça je juge pas à semaine 1, sortie du premier épisode, j'ai pas de lecture, j'abandonne. Voilà, je voulais quand même avoir laissé du temps aux choses, et d'ailleurs je m'étais dit, bon, au bout des 2 mois, ça avait commencé à bien marcher, en tout cas j'étais satisfaite, et je voyais qu'il y avait un potentiel de croissance assez intéressant. Donc je me suis dit, bon, cette fois-ci, je termine et j'y vais. Donc en juillet, j'ai terminé l'écriture complète du roman, et j'ai continué la publication ensuite jusqu'en décembre en me disant, je ferai le bilan du coup à ce moment-là, et je verrai bien si ça a fonctionné ou pas. Bon, spoiler, ça a assez bien fonctionné, en tout cas je suis contente de là où j'en suis aujourd'hui, ce qui est déjà un accomplissement en soi, d'avoir réussi à mettre en place ce projet d'une part et à en sortir avec une certaine fierté d'autre part, qui ne sont pas des émotions que je ressens très très souvent. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste, d'assez... je sais pas trop comment dire, mais je suis pas facilement fière de moi. Je suis beaucoup aussi dans le travail, dans l'action, donc je prends pas le temps de regarder mon accomplissement. Et là, j'ai pris le temps de le faire à la fin de ce projet parce que c'était le pacte que j'avais fait avec moi-même, donc de finir ce projet et de faire le bilan à la suite. Et j'ai été très contente, et c'est aussi pour ça que je continue. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler dans cet épisode, parce que ça a été un projet qui m'a vraiment portée en fait. Et là, je m'en rends aussi de plus en plus compte parce que j'ai prévu de sortir un tome compagnon
qui est plus ou moins une suite parce que ça se passe dans le même univers de l'Académie et la fin de la malédiction du Corbeau Blanc tease ce qui arrive dans le Cercle des Illusions, mais les tomes sont indépendants, vous pouvez lire l'un sans avoir lu l'autre, quoi. Et cette idée de suite, elle est quand même apparue assez tôt dans le processus d'écriture parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, donc je note beaucoup de choses et celle-là était apparue comme une bonne idée d'intrigue parallèle puisque comme j'ai dit c'est des tomes compagnons, donc je veux vraiment que ce soit une série d'anthologie et donc je cherchais une intrigue qui soit pas une continuité, qui soit aussi très différente, qu'il n'y ait pas forcément les mêmes histoires, les mêmes tropes, la même intrigue, les mêmes personnages, etc. Donc j'ai vraiment réfléchi à ça. Et j'ai trouvé cette idée d'école de magie concurrente, donc qui va être l'intrigue principale du Cercle des Illusions. Et j'étais très enthousiaste à l'idée d'écrire ce texte, de raconter cette histoire et de continuer à la publier sur le Substack. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui m'a un peu étonnée, entre guillemets, parce que je suis pas quelqu'un qui est très enthousiaste aussi de base. Je suis plutôt quelqu'un d'assez modéré. Et je fais les choses souvent par automatisme. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, du fait que je prends pas le temps de faire le point sur ce que je fais et d'être contente, d'être satisfaite. Quand j'écris un roman, très souvent, je me laisse pas le temps d'apprécier le fait que j'ai terminé. Je commence tout de suite un autre texte parce que j'ai plein d'idées, parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'écrive, que j'ai pas le temps, etc. Parce que je vais avoir 30 ans cette année. Donc je ressens une certaine pression que je me mets vraiment de mois à mois. Mais d'avoir accompli des choses, c'est un peu bête, hein, parce que personne ne demande quoi que ce soit, comme si 30 ans, il fallait passer un cap et avoir un certain nombre de choses acquises derrière soi pour être un être humain valide. Mais néanmoins, c'est quelque chose que je ressens, j'essaye de m'en défaire, mais j'ai avancé avec cette sorte de pression depuis quelques années. Et c'est vrai que j'ai beaucoup produit, beaucoup écrit, beaucoup mis en place de choses, que ce soit ce Substack, ce podcast, le compte Instagram. J'ai écrit, je suis à mon 6e roman là actuellement, voire peut-être 7e. Je sais plus exactement tellement j'en ai écrit, bref. Et tout ça en l'espace de 3 ans, donc c'est quand même un rythme assez effréné de travail. Mais justement, j'ai vachement progressé sur cet aspect avec la publication de La Malédiction du Corbeau Blanc, ce qui peut sembler un peu bizarre, mais qui en fait fait sens parce que comme j'avais commencé sans vraiment d'attente et que je me suis dit en décembre, le roman est fini, je ferai une pause et un bilan, j'ai passé vraiment le mois de janvier à remplir cet engagement que j'avais pris envers moi-même, donc c'est-à-dire à ne pas écrire, à apporter un regard extérieur avec du recul sur ce que j'avais fait, sur comment s'étaient passés ces 6 mois de publication, et à vraiment réfléchir à la suite de façon posée. Ce sont des choses que je fais pas vraiment actuellement, parce que comme j'ai dit, je suis très dans l'action, etc. Et pour la saison 2, je me suis pas lancée dans l'écriture à corps perdu comme je le fais d'habitude. J'ai essayé de réfléchir à des façons dont je pouvais la mettre en place pour que ça fonctionne et pour que potentiellement cette fois-ci ça me rapporte un petit peu d'argent parce que c'est quand même aussi le but de ce projet à la base, c'est gagner de l'argent de l'écriture. Donc j'avais envie de mettre plein de choses en place pour aller vers ça. Et c'est ce que je vais faire là. Les premiers épisodes vont être gratuits et ensuite ça passera dans un abonnement payant, même s'il y aura toujours une newsletter gratuite à côté, pour essayer de vivre de cette activité ou de tirer au moins un petit revenu complémentaire. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je faisais pas avant, entre guillemets, parce que j'écrivais des romans, parce que j'avais envie d'écrire des histoires. La plupart, je les ai envoyés un peu au hasard à certaines maisons d'édition, sans trop ni d'attente, ni d'espoir, ni de projet quelconque. Alors que là, je savais que ce texte, il était destiné à vivre comme ça. Et ça m'a quand même aussi porté de savoir que ce texte, il allait être lu quoi qu'il arrive et il allait exister quoi qu'il arrive. C'est une certaine satisfaction et une certaine forme aussi de facilité, en tout cas de pression qui pèse un peu moins, parce que c'est vrai que quand tu as fini un roman dont tu es très fier, ce que j'ai pu être sur certains de mes textes, et que tu te dis bon ben voilà, maintenant c'est plus entre mes mains, je sais plus s'il va pouvoir vivre ou pas,
c'est parfois difficile à gérer et en tout cas ça a pu me mettre dans des états un peu de tristesse et de désarroi en mode bon bah voilà j'ai fini mais pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce qui va advenir, avec plein de questionnements concernant mon futur, le temps que j'avais pu perdre pour rien entre guillemets parce que j'avais écrit un texte qui potentiellement n'allait jamais être publié. Plein de questions dont en fait je me suis débarrassée en mettant en place ce projet parce que je sais que peut-être il y aura 10 personnes qui le liront, mais ce sera toujours 10 personnes et le texte il existera quoi qu'il arrive. Ce que vous me direz, j'aurais pu faire depuis le début avec Wattpad, mais comme je disais, je n'aime pas cette plateforme. Donc pour moi c'était impossible et j'avais commencé à publier mon tout premier roman sur Wattpad. J'avais pas réussi, ça m'avait gonflé, et vraiment, je sais pas pourquoi, mais je n'accroche pas du tout à cette plateforme, et du coup, pour moi, ça ne fonctionne pas, et ce n'est pas un accomplissement. Alors que sur Substack, j'ai pas fondamentalement beaucoup plus de vues que sur Wattpad, voire même carrément moins de vues, je pense, que si je publiais sur Wattpad, mais je préfère en tout cas, et c'est plus en adéquation avec ce que j'essaye de faire aussi, parce que j'ai l'impression que les personnes sont plus investies dans ce que je fais, et je l'ai vraiment ressenti. On n'est pas sur forcément quelque chose de lié à de la consommation pure de texte, on est vraiment sur des gens qui font un effort de s'abonner pour pouvoir avoir cette lecture, et du coup c'est quand même une démarche qui permet d'investir le ou la lectrice, et qui moi me récompense beaucoup plus que sur Wattpad où des gens passent, ils lisent un peu et puis ils passent à autre chose, etc. Il n'y a pas forcément ce même truc. En tout cas, moi, sur les textes que j'ai publiés, j'ai pas expérimenté de réel attrait. J'ai pas ressenti que mes textes parlaient vraiment à des gens, alors que là, sur Substack, c'est le cas. Et la dernière chose que m'a apporté Substack, en tout cas la dernière que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, qui est aussi une des plus importantes, je pense, dans mon développement personnel d'autrice, c'est que ça m'a réconciliée avec les petits chiffres. Parce que on est quand même assez habitué, comme je disais sur Wattpad, à avoir des textes à des milliers de lectrices, de notes, à avoir même des centaines de milliers. On est pareil habitué sur Instagram à avoir des centaines de likes sur des publications, à avoir un certain nombre d'abonnés pour être considéré, encore une fois entre guillemets, comme une personne professionnelle, etc. Et même sur TikTok, il y a vraiment ce truc de facilité, de publication rapide et de récompense aussi rapide. Tu peux très facilement avoir des milliers de vues sur TikTok, c'est easy peasy. Alors que sur Substack, c'est très difficile, ne serait-ce que d'avoir une dizaine d'abonnés quand tu commences de zéro, comme ça a été mon cas. Et encore plus difficile de passer les 50, puis les 100, puis les 200, et etc., etc. Et à chaque épisode, c'est pas automatique que les gens laissent des likes ou des commentaires. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très différent, où tu vois, tu peux scroller sur Instagram et liker tout ce que tu veux. Sur Substack, c'est pas du tout la même démarche, et le fait de retourner à des chiffres qui sont plus petits, avec une durée aussi de vie des posts qui est plus longue, parce que moi, ça m'arrive de faire un certain nombre de vues la première journée où je publie le post, où les gens reçoivent l'email, puis de doubler, voire tripler ce chiffre dans la semaine qui arrive, et j'ai pas un chapitre qui n'a pas reçu ou ne serait-ce que une ou deux vues dans les semaines qui ont suivi la publication. C'est vraiment des posts qui continuent de vivre sur le long terme, même si ça ne draine pas évidemment la même activité que le jour de la sortie. Ça continue à vivre, notamment les premiers chapitres, puisque c'est ceux auxquels se réfèrent les gens qui débarquent sur l'intrigue. Donc ça permet quand même une existence assez intéressante du texte, et avec des chiffres qui sont plus raisonnables, qui peuvent apparaître plus modestes et voire même décourageants, parce que je vous disais au début, quand je suis arrivée assez péniblement le premier mois à genre 25 abonnés, j'avais l'impression que c'était ridicule. J'étais là, mais j'ai 700 personnes sur mon Instagram, pourquoi j'ai 25 abonnés ici? Ça n'a aucun sens. Et je me suis beaucoup remise en question, et en fait j'ai appris que c'est lié d'une part à la plateforme, d'autre part au format, et en troisième lieu que le nombre ne fait pas la qualité ou l'intérêt en fait pour le texte. Et c'est pareil, ça peut sembler assez basique comme réflexion,
Mais on vit quand même dans une société où les chiffres drivent pas mal la notion de réussite. Par exemple, on va compter la réussite d'une autrice en fonction du nombre de livres qu'elle a vendus. Les classements des meilleurs auteurs en France, c'est par rapport aux livres qui sont les plus vendus. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est logique d'une part parce que c'est le système commercial et capitaliste qui veut ça, et évidemment, vendre beaucoup de livres, ça veut sans doute dire quelque part que ton livre, il a beaucoup plu. Donc c'est quelque part aussi logique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément la seule métrique qu'il faut prendre en compte pour être fier de soi et avoir un livre qui est qualitatif. Et moi, dès mes 25 premiers abonnés, j'avais des likes, j'avais des commentaires qui me disaient que le début était super intriguant, que ça avait l'air cool, et surtout, j'avais pas de décrochage. Genre, les gens sont restés. Et du début à la fin, c'est les mêmes personnes qui me lisaient en juin qui me lisent encore maintenant que j'ai lancé le nouveau roman. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc peut-être que j'ai effectivement que, encore une fois, entre guillemets, 200 personnes qui me suivent, mais ces 200 personnes, c'est quand même énorme. Il faut se rendre compte de ce que ça fait dans la vie réelle, 200 personnes qui ont choisi volontairement de s'abonner à ce que tu fais et de te lire vraiment toutes les semaines, et j'insiste là-dessus, toutes les semaines j'ai 200 personnes qui me lisent, voire plus. Donc ça c'est quand même assez prodigieux comme exploit, entre guillemets, enfin en tout cas pour moi, c'est ouf parce que je pensais vraiment qu'il y aurait une sorte de décrochage et où peut-être il y aurait une vague d'engouement au début, mais que ça allait être très dur de retenir les gens. Mais le format feuilleton permet vraiment de maintenir cette attention avec, j'en ai parlé dans mon dernier épisode de ma newsletter, des effets de suspense en fin de chapitre pour donner envie, et des chapitres qui sont aussi conçus comme des scènes, donc assez individuelles chacun les uns des autres, pour justement pas avoir un chapitre qui s'étend sur plusieurs semaines, parce que ça, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Ça, c'est vraiment aussi des techniques d'écriture qui sont très différentes de celles d'un roman classique. Je pourrais en reparler si vous voulez dans un autre épisode de podcast, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais si jamais ça vous intéresse, j'ai déjà fait un épisode de ma newsletter là-dessus. Ça se présente comme une sorte de guide de lancement pour les autoristes qui voudraient se lancer sur Substack, et j'indique justement à quel point l'écriture doit être adaptée à la plateforme. Et donc il y a des choses qu'il faut prendre en compte, et notamment le fait que ce soit sériel et qu'il y ait une distance temporelle entre les chapitres, qui est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer et qui peut être qui tout double pour le lectorat, qui peut du coup avoir envie de décrocher assez facilement entre les épisodes. Et de voir que j'avais réussi à maintenir cette intention, c'est aussi quelque chose qui est très valorisant, parce que j'ai bien vu que les gens, ils étaient là pour le texte de A à Z en fait, et qu'ils attendaient toutes les semaines leur épisode. Enfin, après ils attendaient, je sais pas à quel, ils étaient pas non plus hyper enthousiastes, enfin je sais pas, ils étaient pas là derrière leur boîte mail à attendre vraiment que l'épisode arrive, mais genre ils attendaient quand même la suite, ils avaient envie de connaître la suite, et ils avaient envie de lire jusqu'à la fin pour voir où allait le dénouement tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper aussi valorisant, parce que comme je disais, avec l'aspect distance temporelle et le fait de publier qu'un seul chapitre par semaine, je me disais, je vais forcément avoir un gros taux de décrochage, et peut-être qu'il y a plein de gens qui n'auront pas la motivation d'aller jusqu'au bout de la lecture. Et c'est pour ça que là, je suis vraiment satisfaite d'avoir 200 abonnés qui me suivent. Ça peut sembler assez peu, mais c'est vraiment 200 personnes qui sont engagées pour ce que je fais, qui sont là pour des bonnes raisons et qui me lisent réellement. Et être lu, c'est quand même la plus grande satisfaction pour une auteurice, je pense. En tout cas, pour moi, ça fait partie des critères indispensables. C'est vrai que si j'avais eu 10 personnes qui m'avaient lu à la fin du mois de décembre, sans doute que j'aurais arrêté, parce que j'aurais peut-être pas trouvé d'intérêt à continuer. Mais là, je me dis, il y a quand même 200 personnes qui me font confiance et qui sont engagées dans cet univers. Donc c'est quand même beaucoup, et j'espère que ça va continuer de croître. Et en tout cas, je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je ne sais pas du tout si la suite va fonctionner aussi bien, voire si elle va fonctionner tout court, parce que comme j'ai dit, il y aura un paywall, donc ça va quand même aussi mettre un frein à pas mal de personnes, je pense. Mais je vais essayer de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire pas me mettre de barrière par rapport à ça, me dire ouais, peut-être qu'il y aura qu'une seule personne qui va s'abonner au départ pour te lire,
Peut-être que ce sera 5, peut-être que ce sera 30, peut-être que ce sera aussi 0. Il faudra faire avec et j'avancerai avec ça. Et je vais continuer d'écrire et de publier. Et je ferai comme l'année dernière un bilan, je pense, qu'à la fin de l'année pour laisser le temps au temps aussi de faire les choses. Sachant qu'il y aura toujours une partie gratuite sur mon Substack, ça c'est pas du tout la question. Parce que, comme je disais, c'est vraiment un projet qui me porte et qui m'intéresse. Je pense que c'est un de mes plus gros projets de 2024 et que ce sera aussi un de mes plus gros projets de 2025. Et c'est quelque chose que j'ai envie de mener sur le long terme et de voir progresser. Et quelque chose dans lequel j'ai vraiment envie de m'engager en tant qu'autrice. Et c'est un truc qui me drive, qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Et donc j'ai vraiment envie de continuer ça. Et je verrai bien si ça marche dans tous les cas, mais c'est quelque chose que je vais pas lâcher. Parce que aussi, je pense que vous avez pu le comprendre, ça m'a fait énormément progresser sur plein de points. Que ce soit l'écriture, la publication, la communication, la promotion, la conception d'un univers, enfin sur plein de sujets et aussi évidemment de confiance en moi et d'investissement dans ce que je fais et d'intérêt pour ce que je peux moi-même créer. Donc ça c'est quand même assez cool et c'est quelque chose qui doit être aussi valorisé, je pense. C'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui parce que un accomplissement c'est pas forcément une question de chiffres. Pour moi, le plus gros accomplissement, c'est pas forcément d'avoir 200 abonnés, c'est d'avoir des personnes qui me lisent toutes les semaines et qui se plaisent en fait dans le concept que j'ai pu créer et qui me font confiance et qui restent là toutes les semaines en fait pour continuer de lire. Donc ça c'est très cool, j'espère que ce sera pareil avec le Cercle d'Or, mais je vous le dis ici tout de suite, si vous avez lu la saison 1 sur Substack, la saison 2, elle est faite pour vous, elle va être encore mieux. En termes d'écriture, j'ai énormément progressé, et en termes d'intrigue, là on a passé un autre level, je vous le dis tout de suite, ça va être vraiment beaucoup mieux. Il y aura beaucoup plus d'intrigues, beaucoup plus de personnages aussi, avec beaucoup plus d'approfondissement de plein de choses, donc vraiment ça va être mieux, hein. Ça va être mieux, je vous le dis tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, sachant que comme je vous ai dit, les premiers épisodes sont gratuits, donc vous avez rien à perdre, vous pouvez aller voir, vous n'avez même pas à laisser votre adresse mail pour aller feuilleter le truc, parce que c'est un site internet qui est dispo comme ça en ligne, hein. Donc vous pouvez juste aller voir. Et je sais que vous êtes presque une centaine à m'écouter aussi ici toutes les semaines sur toutes les plateformes confondues, donc déjà merci aussi de votre présence, c'est un soutien énorme pour moi et j'ai une reconnaissance infinie envers vous, sachez-le. Mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui me suivent pas sur Instagram. Donc vraiment, venez sur Instagram. Ça, c'est aussi une marque de soutien assez importante pour moi. Si vous écoutez ce podcast et que vous kiffez, venez sur Insta. Franchement, c'est cool aussi. Je parle comme je le fais avec vous ici toutes les semaines dans mes stories. Et c'est super intéressant. Et pour moi, ça me permet aussi de voir à quel point vous êtes présents. Parce que sur le podcast, c'est quand même assez difficile d'avoir des stats précises. En tout cas, moi, avec mon éditeur, c'est assez difficile d'avoir accès, par exemple, à un nombre d'auditeuristes précis par plateforme. Donc parfois, je ne sais pas trop combien il y a de gens qui peuvent m'écouter. Donc si vous êtes là, venez vous manifester sur Instagram, ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, comme d'habitude. Cette semaine, je suis en train d'enregistrer un studio vlog, enfin un weekly vlog. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour un vlog. Et d'ici là, j'espère que vous passerez une belle semaine de votre côté. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao!